Le commandant Jake Morrison était assis à son poste sur la passerelle de la station Haven Point, sirotant son café du matin. La station spatiale était en orbite autour d'une géante gazeuse dans le système de Kepler. C'était un matin tranquille, comme la plupart des matins au fin fond de l'espace. Jake appréciait la paix. Après 20 ans dans l'armée, il savourait la vie calme de la gestion d'une station de recherche. « Commandant, nous avons quelque chose d'énorme sur les senseurs », annonça le lieutenant Alex Turner depuis son poste de sécurité. Alex était jeune mais perspicace. Il avait un don pour repérer les ennuis. Jake posa son café et s'approcha pour regarder l'écran. Ce qu'il vit le fit siffler doucement. Un vaisseau massif se dirigeait vers eux. Il était au moins 3 fois plus grand que la station Haven Point. Sa conception ne ressemblait en rien aux vaisseaux humains. Il avait des contours pointus et semblait conçu pour la guerre. « Ce n'est pas un des nôtres », déclara Jake. « Faites monter le docteur Park ici. Nous pourrions avoir besoin d'elle. » Le docteur Lisa Park était l'experte de la station en vie extraterrestre. Elle espérait depuis des années établir le premier contact avec une autre espèce. Lorsqu'elle reçut l'appel, elle courut vers la passerelle plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. « S'agit-il vraiment d'extraterrestres » demanda-t-elle essoufflée. « Regardez par vous-même » dit Jake en montrant l'écran. Lisa fixe le vaisseau alien avec des yeux écarquillés. « C'est magnifique » murmura-t-elle. « Et terrifiant. » Le vaisseau se rapprochait. Sa coque était gris foncé avec des marques rouges. Des armes étaient clairement visibles sur sa surface. Ce n'était pas un vaisseau scientifique ni un transport de marchandises. C'était un vaisseau de guerre. « Ils envoient un message » dit Alex. « Audio seulement. »« Transmettez » ordonna Jake. Une voix grave et grondante emplit la passerelle. Les mots étaient traduits par l'ordinateur de la station, mais le ton était clair. Cette voix appartenait à quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres et d'être obéi. Une petite station. Ici le commandant de guerre Zextol de l'Empire Ktvar. Préparez-vous à être abordé. Toute résistance entraînera votre destruction. Soumettez-vous maintenant et votre mort sera rapide. Jake regarda Lisa et Alex. Tous deux semblaient inquiets mais pas paniqués. Jake les avait bien entraînés. « Eh bien, » dit Jake calmement, « c'était amical. » Il pressa le bouton de communication. « Commandant de guerre Zextol, ici le commandant Jake Morrison de la station Haven Point. Bienvenue dans l'espace humain. Aimeriez-vous vous amarrer à notre sas principal? Nous pouvons vous offrir du café et une visite de nos installations. » Il y eut un long silence du côté du vaisseau alien. Jake pouvait presque sentir la confusion transparaître à travers la radio. « Vous nous offrez du café ?» demanda enfin la voix alien. « Bien sûr, » dit Jake. « C'est du bon café. Nous avons aussi du thé si vous préférez, et des biscuits que notre ingénieur Matt a fait hier. Ils sont plutôt bons. » Un autre long silence. Lisa s'efforçait de ne pas rire. Alex vérifiait ses armes, mais il semblait plus curieux qu'effrayé. « Ne comprenez-vous pas nos paroles, humains? Nous sommes ici pour conquérir votre station. Vous devriez avoir peur. » Jake se gratta la tête. « Pourquoi aurions-nous peur? Vous avez fait tout ce chemin. Vous devez être fatigué. Le moins que nous puissions faire, c'est de vous offrir quelque chose à boire. » Dans la salle des machines, Matt Collins entendit l'annonce concernant les visiteurs aliens. Il s'essuya les mains sur sa combinaison de travail et sourit. Enfin, quelque chose d'intéressant se passait sur la station. Il avait réparé les mêmes systèmes défectueux pendant des mois. Les aliens étaient décidément plus excitants que des filtres à air cassés. De retour sur la passerelle, le commandant alien parlait toujours. « Votre espèce nous rend perplexes, humains. Nous avons conquis 17 mondes. Tous se sont rendus immédiatement ou ont combattu avec désespoir. Vous nous offrez des biscuits. »« Matt fait de très bons biscuits, » dit Jake. « Sérieusement. Aux pépites de chocolat. Parfois, il ajoute des noix. » Lisa s'avança. « Commandant de guerre, je suis le docteur Lisa Park. J'étudie la vie extraterrestre. J'espérais rencontrer votre peuple depuis des années. Qu'est-ce que votre espèce mange? Avez-vous des préférences alimentaires? Y a-t-il des produits chimiques qui pourraient être dangereux pour vous? » Il y eut une autre pause. Quand l'alien parla à nouveau, il sembla encore plus confus. « Vous nous étudiez. Vous souhaitez apprendre à nous connaître? » « Bien sûr, » dit Lisa. « Vous êtes les premiers aliens que nous rencontrons. C'est incroyable. Avez-vous des scientifiques sur votre vaisseau? J'adorerais comparer nos notes. » Alex regarda ses écrans. « Commandant, ils se rapprochent, mais leurs armes ne sont pas chargées. Ils semblent confus. » Jake acquiesça. « Commandant de guerre,
Vous êtes les bienvenus pour envoyer une équipe. Notre SAS peut accueillir des vaisseaux de la taille d'une frégate. Cela fonctionnera-t-il pour votre navette? Nous. Oui, cela fonctionnera, répondit l'alien. Il semblait ne plus savoir ce qui se passait. Super, dit Jake. Nous aurons le café prêt. Combien de personnes viennent? 5 guerriers aborderont votre station. Parfait. Lisa, va chercher les bonnes tasses, celles sans ébrechures. Alex, assure-toi que le sas est propre. Nous voulons faire une bonne première impression. Lisa se dépêcha de préparer l'arrivée de leurs invités. Elle était si excitée qu'elle pouvait à peine se contenir. Les vrais aliens venaient sur la station. Alex vérifia les systèmes de sécurité, mais laissa toutes les armes désactivées. Ces aliens se disaient guerriers, mais Jake les traitait comme des invités. Alex faisait confiance au jugement de Jake. Matt arriva de la salle des machines, portant une assiette de biscuits frais. « J'ai entendu dire que nous avions des visiteurs aliens, dit-il. Je pensais qu'ils voudraient peut-être essayer ceci. »« Bonne idée, Matt, dit Jake. Comment vont les systèmes de la station? »« Tout sauver, commandant. Bien que la machine à café de la salle de repos principale refasse des siennes. Je peux la réparer avant leur arrivée. »« Faites ça. Nous voulons que tout soit parfait pour le premier contact. » Sur le vaisseau alien, le commandant de guerre Stoll fixa son équipage. Ses guerriers semblaient aussi confus que lui. En plus de 30 ans de conquête, rien de tel n'était jamais arrivé. « Commandant de guerre, » dit son second, le sous-commandant Crowdon. « Peut-être est-ce une ruse. Peut-être tente-t-il de baisser notre garde. » Zextul y réfléchit. « Peut-être. Mais il semble sincèrement accueillant. Préparez une équipe d'abordage. 5 guerriers, armure complète, mais ne dégainez pas vos armes à moins d'être attaqués. Devons-nous nous attendre à une trahison? » Zext regarda la paisible station spatiale sur son écran. Les humains n'avaient activé aucune arme. Ils n'avaient pas appelé à l'aide. Ils avaient offert des biscuits. « Je ne sais pas à quoi m'attendre, » admit-il. « Ces humains ne ressemblent à aucune espèce que nous ayons rencontrée. » La navette Ktavar quitta le vaisseau de guerre. Alors qu'elle approchait de la station Haven Point, les 5 guerriers aliens à l'intérieur se préparaient à tout, sauf à ce qu'ils allaient trouver. Jake regarda l'approche de la navette sur son écran. « Les voici, » dit-il. « Rappelez-vous tout le monde, soyez amicaux. C'est historique. La première rencontre entre les humains et l'Empire Ktavar était sur le point de commencer. Aucune des deux parties ne savait que ce jour changerait leurs 2 espèces pour toujours. Le sas s'ouvrit avec un sifflement, et 5 guerriers aliens pénétrèrent dans la station Haven Point. Ils étaient énormes. Chacun mesurait plus de 2,40 mètres de haut, avec une peau grise épaisse qui ressemblait à une armure naturelle. Des griffes acérées s'étendaient de leurs mains, et leurs yeux jaunes scrutaient tout comme des prédateurs, à la recherche de menaces. Jake Morrison les attendait avec un sourire et une tasse de café à la main. Derrière lui, Lisa Park tenait une tablette avec un logiciel de traduction. Matt Collins portait son assiette de biscuits, et Alex Turner se tenait prêt mais détendu. Le commandant de guerre Zdoul fut le premier alien à franchir le sas. Il portait une armure métallique foncée sur sa peau déjà robuste. Des armes pendaient à sa ceinture, mais il ne les avait pas dégainées, ses yeux jaunes fixant Jake. « Je suis le commandant de guerre Z2, » dit-il de sa voix grave et grondante. « Ce sont mes guerriers. »« Bienvenue à bord, » dit Jake, s'avançant sans crainte. « Je suis le commandant Jake Morrison. Voici mon équipage. » Il désigna chaque personne en la présentant. Zexil fixa le petit humain devant lui. Jake atteignait à peine la poitrine de l'alien, et pourtant il ne montrait aucune peur. Ce n'était pas normal. Lorsque les Cathares abordaient des vaisseaux ennemis, il y avait généralement des cris et de la fuite. « Vous n'avez pas peur ?» dit Zextol. Ce n'était pas une question. Jake haussa les épaules. « Pourquoi aurais-je peur? Vous êtes venu en paix, n'est-ce pas? Vous ne nous avez pas tiré dessus et n'avez pas essayé de faire sauter la station. Nous vous avons dit que nous venions pour vous conquérir. Oui, mais vous n'avez rien fait d'hostile. Les actes parlent plus fort que les mots. » Jake tendit sa tasse. « Café, il est frais. » Zextul regarda la tasse comme si elle pouvait exploser. Le sous-commandant Cradon, son second, se rapprocha de son chef. Les 3 autres guerriers se dispersèrent mais gardèrent leurs armes rangées. Lisa Park s'avança, les yeux brillants d'excitation. « Commandant de guerre, je suis le docteur Park. Je suis scientifique.
Pouvez-vous me parler de votre biologie? Buvez-vous des liquides? Quel genre de nourriture votre peuple consomme-t-il? Le commandant alien regarda la petite femme humaine. Elle posait des questions comme une enfant rencontrant un nouvel ami, pas comme quelqu'un face à une mort possible. Nous consommons des nutriments, dit Zexul lentement. L'ingestion de liquide est nécessaire à la survie. Merveilleux, dit Lisa. Donc vous pouvez essayer le café. C'est un stimulant léger très populaire chez les humains. Il pourrait avoir un goût différent pour vous à cause de récepteurs gustatifs différents, mais il ne devrait pas vous faire de mal. Matt Collins tendit son assiette. Un cookie, ils sont aux pépites de chocolat. Je les ai faits hier. Un des guerriers derrière Zextol fit un bruit qui aurait pu être de la confusion ou de la peur. Ces humains offraient de la nourriture et des boissons à des envahisseurs armés, comme s'ils accueillaient des amis. Peut-être devrions-nous visiter votre station, dit Zexol prudemment, pour que nous puissions comprendre vos capacités. Excellente idée, dit Jake. Nous commencerons par les zones principales et nous ferons le tour. Mais attention, certains de nos équipements pourraient vous sembler étranges. Ils traversèrent les couloirs de la station. Les aliens devaient se pencher pour passer les portes conçues pour les humains. Jake leur montra différentes sections et expliqua ce qu'elles faisaient. Les guerriers cathares écoutèrent, mais comprirent peu. « Voici notre zone de travail principale, » dit Jake, les menant dans une grande pièce remplie d'ordinateurs et d'écrans. Nous y faisons de la recherche. Pendant qu'il parlait, Jake sortit 3 petites billes de sa poche. Sans même regarder, il les lança en l'air et commença à jongler. Ses mains exécutaient des mouvements fluides, attrapant et lançant les balles tout en continuant à parler des projets de recherche de la station. Les 5 extraterrestres cessèrent de marcher. Ils fixèrent les mains de Jake avec une alarme grandissante. L'humain manipulait 3 objets selon un schéma complexe, tout en parlant de quelque chose de complètement différent. Cela démontrait une incroyable coordination œil-main et des réflexes hors du commun. Le sous-commandant Caldon chuchota à son commandant dans leur propre langue. « Commandant de guerre, regardez ses mains. Ses réflexes sont plus rapides que les nôtres. » Ztul hocha légèrement la tête. Il l'avait remarqué aussi. Les humains pouvaient paraître petits et faibles, mais celui-ci affichait le genre de réflexe que les guerriers cathares mettaient des années à développer. Jake termina son numéro de jonglage et remit les balles dans sa poche. « Désolé, c'est une habitude nerveuse. Je jongle quand je parle. Ça m'aide à réfléchir. » Il pensait que c'était une habitude nerveuse. Les extraterrestres y virent une démonstration de réflexes de combat supérieur. Lisa les conduisit à la section suivante. « Voici notre zone de loisirs, » dit-elle fièrement. « L'endroit où nous allons nous détendre et nous amuser. » Elle ouvrit la porte d'une grande pièce remplie d'équipements étranges. Il y avait des murs d'escalade, des appareils d'exercice et ceux qui ressemblaient à des parcours d'obstacles. Au centre se trouvait un grand espace vide avec des projecteurs le long des bords. « C'est notre chambre de loisirs holographique, » expliqua Lisa. « Nous pouvons la programmer pour simuler n'importe quel environnement que nous souhaitons. Des scènes de plage, des forêts, des montagnes et même des endroits dangereux pour l'entraînement. » Elle se dirigea vers un panneau de commande et appuya sur quelques boutons. Soudain, l'espace vide se remplit d'une image réaliste d'un volcan en activité. La lave coulait le long des pentes rocheuses, tandis que la fumée et les cendres emplissaient l'air. « C'est le mont Vésuve sur Terre, » dit Lisa avec décontraction. « Nous utilisons ce programme pour le plaisir. On essaye de traverser le champ de lave sans se faire piéger par les coulées. » Les extraterrestres fixèrent la scène avec horreur. La femme humaine décrivait l'exposition volontaire à une lave mortelle comme un divertissement. « Pour le plaisir ?» demanda Zexel lentement. « Oh oui, » dit Lisa. « C'est stimulant, mais pas vraiment dangereux puisque ce ne sont que des hologrammes. Les vrais sports d'aventure sur Terre sont bien plus excitants. » Matt Collins hocha la tête avec enthousiasme. « Mon programme préféré est celui du champ d'astéroïdes. On pilote un petit vaisseau à travers des roches spatiales en mouvement. C'est excellent pour entraîner les réflexes. »« Entraînement pourquoi ?» demanda Crowdon. « Pour le plaisir, » dit Matt comme si c'était une évidence. Alex Turner se joignit à la conversation. « Tout ça est assez doux comparé à ce que nous faisons sur Terre. C'est juste des trucs basiques pour rester en forme quand nous sommes bloqués sur une station spatiale. »« Des trucs basiques » répéta Zextel. « Bien sûr, » dit Alex. « Chez nous, les gens font de la vraie alpinisme, de la plongée sous-marine, du parachutisme, des courses de véhicules à grande vitesse. Vous savez, des activités de loisirs normales. »
Les 5 guerriers cathares échangèrent des regards. Leur espèce avait conquis 17 mondes grâce à un entraînement militaire supérieur et une aptitude naturelle au combat. Mais ces humains décrivaient la participation volontaire à des activités mortelles comme un divertissement normal. Le docteur Amy Rodriguez choisit ce moment pour arriver. Elle était la psychologue de la station, amenée spécifiquement pour les situations de premier contact. Elle avait observé la réunion via les caméras de sécurité. « Bonjour », dit-elle aux extraterrestres. « Je suis le docteur Rodriguez. J'étudie le fonctionnement des différentes pensées. Je suis très intéressé par l'apprentissage de votre culture et de votre psychologie. » Sex baissa les yeux vers une autre petite femme humaine qui ne montrait aucune peur devant des guerriers armés. « Vous étudiez les pensées ? » ?»« Oui. Par exemple, je peux voir que vous êtes confus par notre comportement. Votre langage corporel suggère que vous vous attendiez à ce que nous réagissions différemment à votre arrivée. » Le commandant extraterrestre était impressionné malgré lui. Cette humaine pouvait lire le langage corporel Kdvar sans entraînement. « Nous nous attendions à la peur, admit-il, ou à une agression désespérée. Votre espèce réagit avec curiosité et hospitalité. » Amy hocha la tête. « C'est normal pour les humains de rencontrer de nouvelles personnes. Nous sommes des créatures sociales. Nous aimons apprendre des autres et nous faire des amis, même face à des ennemis potentiels. » « Surtout dans ce cas-là, » dit Amy. « La meilleure façon de cesser d'être des ennemis est de devenir des amis. » Jake avait fini de leur montrer la zone de loisirs et commença à marcher vers la section suivante. « Attendez de voir notre atelier, » cria-t-il par-dessus son épaule. « Matt y a construit des trucs vraiment cool. » Alors qu'il suivait le commandant humain plus profondément dans la station, Zextol commença à réaliser que ses guerriers avaient peut-être trouvé quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ces humains ne se comportaient pas comme n'importe quelle espèce que les Kdvar avaient jamais rencontrée. Ils n'avaient pas peur, n'étaient pas agressifs, n'essayaient pas de négocier ou de se rendre. Ils traitaient les envahisseurs extraterrestres armés comme des visiteurs intéressants, et ils ne cessaient de mentionner des activités qui semblaient plus dangereuses que l'entraînement militaire Kdvar. Le sous-commandant Crowdon se rapprocha de son commandant. « Commandant de guerre », chuchota-t-il. « Je commence à penser que nous avons commis une erreur en venant ici. » Stoll hocha lentement la tête. Il commençait à penser la même chose. Le son d'un vaisseau approchant résonna à travers la station Haven Point. Jake Morrison regarda son panneau de communication et sourit. « C'est le vaisseau de ravitaillement de la Terre. Ils ont 3 jours d'avance. » Le commandant de guerre Zextol et ses guerriers étaient sur la station depuis 6 heures maintenant. Ils essayaient toujours de comprendre le comportement humain. Chaque fois qu'ils pensaient avoir compris quelque chose, les humains faisaient quelque chose qui les rendait encore plus confus. « Vaisseau de ravitaillement ?» demanda Zextul. « Plus de guerriers. »« Non, juste des fournitures et peut-être quelques passagers, » dit Jake. « Laissez-moi vérifier qui est à bord. » Le vaisseau de ravitaillement s'amarra en douceur. Le capitaine Ben Hayes descendit le premier, suivi de son petit équipage. Derrière eux venait une femme portant plusieurs grands sacs d'équipement. « Jake !» appela Ben. « Content de te voir. Nous avons apporté tes fournitures et avons pris une passagère. C'est Maria Santos. Elle se dirigeait vers la colonie minière sur Kepler 7, mais nous avons eu des problèmes de moteur. Elle restera avec vous quelques jours pendant que nous effectuons les réparations. » Maria Santos n'était pas une femme de grande taille, mais elle se déplaçait avec la grâce confiante d'une athlète. Ses cheveux noirs étaient attachés en arrière et ses yeux bruns pétillaient d'énergie. Elle regarda la station avec intérêt. « Merci de me laisser rester, » dit Maria à Jake. « J'espère que je ne serai pas un problème. »« Pas de problème du tout, » répondit Jake. « Quel est votre travail ?»« Sports extrêmes professionnels, » dit Maria avec désinvolture. « Principalement l'alpinisme et le saut en base, mais je fais aussi de la course. »« J'allais sur Kepler 7 pour essayer l'escalade en faible gravité. » Les 5 guerriers cathares avaient écouté cette conversation. Quand ils entendirent « sports extrêmes », ils se rapprochèrent. Le sous-commandant Crewon chuchota à son commandant. « Qu'est-ce que les sports extrêmes ?» Zextol ne le savait pas non plus, mais quelque chose lui disait qu'il était sur le point de le découvrir. Tony Kim, le coordinateur des loisirs de la station, entendit parler de leur invité et accourut. « Maria Santos, la Maria Santos. Vous avez gagné le championnat Earth Extreme 3 fois. » Maria rit. « Coupable. »« Oh là là, » dit Tony, son excitation grandissant.
Nous devons organiser quelque chose. L'équipage s'ennuie depuis des mois. Pouvez-vous nous faire une démonstration? J'adorerais, dit Maria. Quel genre d'espace avez-vous? La soute principale est vide en ce moment, dit Tony, et nous avons un contrôle total de la gravité. Jake regarda les extraterrestres confus. Maria, nous avons des invités d'une autre espèce. Ils découvrent la culture humaine. Cela vous dérangerait-il s'ils regardaient? Bien sûr, dit Maria. Plus on est de fous, plus on rit. 1 heure plus tard, la soute principale avait été transformée. Tony et Matt Collins avaient travaillé ensemble pour installer ce qu'ils appelaient un parcours d'obstacles. Des plateformes étaient suspendues à différentes hauteurs dans la soute. Certaines étaient solides, d'autres se déplaçaient d'avant en arrière ou tournaient lentement. Des projecteurs laser créaient des faisceaux lumineux qui déclenchaient des alarmes s'ils étaient touchés. C'est juste un parcours de base, expliqua Tony aux extraterrestres qui regardaient. Rien de trop dangereux puisque nous sommes sur une station spatiale. Zextol regarda l'arrangement avec une horreur croissante. Les plateformes étaient suspendues au-dessus du vide. Les écarts entre elles étaient trop grands pour qu'un catarte puisse sauter en toute sécurité. Les éléments tournants seraient impossibles à atterrir pour quiconque n'ayant pas un timing et un équilibre parfait. « Vous considérez cela comme non dangereux ?» demanda-t-il. « Eh bien, ce n'est pas comme de la vraie alpinisme, » dit Maria, étirant ses muscles. « Pas de météo, pas d'altitude, gravité artificielle. » Plutôt sûr, vraiment. Elle se dirigea vers la plateforme de départ. Le parcours s'étendait sur toute la soute, sur 3 niveaux de hauteur. Pour le compléter, elle devrait sauter entre des plateformes en mouvement, ramper sous des barrières tournantes et se balancer à des cordes suspendues à travers des gouffres qui pourraient la tuer si elle tombait. « Prête !» cria Tony. « Allons-y !» répondit Maria. Elle sauta. Les guerriers 4 barres regardèrent en silence stupéfait la femme humaine voler dans les airs. Elle atterrit sur la première plateforme en mouvement, juste au moment où elle atteignait la position parfaite. Sans s'arrêter, elle sauta sur la plateforme suivante, qui tournait lentement. Elle roula avec la rotation et utilisa l'élan pour sauter vers une corde suspendue au milieu de la soute. Elle traversa un vide de 20 pieds de large, lâcha prise au bon moment et atterrit accroupie sur une poutre étroite. « Belle forme !» cria Alex Turner, qui était venu regarder. « Mais pouvez-vous le faire plus vite ?»« C'est un défi, » répondit Maria, parfaitement équilibrée sur la poutre. « Si vous êtes prête. » Maria sourit et commença à bouger plus vite. Elle sauta entre des plateformes qui semblaient impossibles à atteindre. Elle roula sous des barrières qui auraient dû la faire tomber. Elle se balança de corde en corde, comme si la gravité n'était qu'une suggestion. Les humains qui regardaient applaudirent et encouragèrent. Ils traitaient cette démonstration d'une capacité physique impossible comme un divertissement. Ben Hayes vérifia sa montre. 4 minutes 30 secondes. Ça doit être un record de station. Le record de station est de 4 minutes 15 secondes, dit Tony. Je l'ai établi le mois dernier. Vous avez fait ça, vous aussi? Demanda Zextou l'incrédule. Bien sûr, dit Tony. La plupart de l'équipage a essayé. C'est amusant. Assouplie mais souriante après avoir terminé le parcours, Maria s'est affalée sur le sol de la soute. C'était génial. La gravité artificielle rend les choses tellement plus intéressantes. On peut faire des mouvements impossibles sur une planète. Matt Collins était déjà en train d'ajuster le parcours. Tu veux essayer la version avancée? Je peux ajouter des obstacles mobiles et moduler la gravité dans différentes sections. Oh, ça a l'air incroyable, s'exclama Maria. Pendant que Maria s'adonnait à son activité, le docteur Amy Rodriguez observait les extraterrestres. Leur langage corporel était limpide. Ils étaient terrifiés. « Commandant de guerre, » dit-elle doucement. « Tout va bien. Vous semblez contrarié. » Zextol baissa les yeux vers la petite psychologue humaine. « Votre peuple considère le danger mortel comme un divertissement. »« Danger mortel ?» demanda Amy, sincèrement déconcertée. « C'est juste un parcours d'obstacles. Bien sûr, on peut se faire des bleus en tombant, mais les systèmes de sécurité nous rattraperont. » Système de sécurité. Tony, ayant entendu la question, s'approcha. « Oh oui, nous avons des générateurs de champ de force sous toutes les plateformes. Si quelqu'un tombe, il est retenu par un filet énergétique. Personne ne se blesse. Cela ne rassurera pas les extraterrestres. Le fait même que les humains aient besoin de systèmes de sécurité pour éviter que leur loisir ne soit fatal était loin d'être un gage de tranquillité.
Sur Terre, ajouta Maria, essuyant sa sueur, nous n'avons généralement pas de système de sécurité. C'est ce qui rend la chose excitante. Jake remarqua que les extraterrestres semblaient prêts à s'enfuir. « Hé Maria, peut-être qu'il ne faut pas encore mentionner les trucs vraiment dangereux. Nos invités sont encore en train de s'habituer à la culture humaine. » « Les trucs vraiment dangereux, murmura Crowden à son commandant. Maria éclata de rire. C'est un jeu d'enfant comparé aux sports extrêmes réels. Attends que je te parle d'escalade en solo intégral ou de vol en wingsuit. Le docteur Lisa Park rejoignit le groupe, sa tablette pleine de notes à la main. C'est fascinant, dit-elle aux extraterrestres. Qu'est-ce que votre peuple fait comme loisir? Les 5 guerriers Kedvar se regardèrent. Leur idée de loisir consistait à pratiquer des formes de combat ou à s'affronter dans des concours de force. Rien de ce qu'ils faisaient pour s'amuser n'impliquait de risquer leur vie. « Nous nous entraînons », dit Zextul lentement. « Nous entraînons pourquoi ?» demanda Maria. « Pour la guerre. Oh, comme des exercices militaires, » dit Maria en hochant la tête. « Les humains le font aussi, mais nous faisons aussi des choses amusantes. Des sports, des jeux, des aventures. » Aventures? Oui, tu sais, explorer des endroits dangereux, essayer de nouvelles choses, repousser ses limites pour voir ce qu'on peut faire. Ben Hayes consultait le calendrier de réparation du vaisseau sur sa tablette. En parlant de repousser les limites, Maria, tu comptes toujours t'aventurer à escalader ces formations cristallines sur Kepler 7? Absolument, répondit Maria, les yeux pétillants. Les rapports géologiques montrent qu'elles sont complètement verticales sur plus de 1000 mètres. Personne ne les a jamais escaladées auparavant. Ça a l'air dangereux, dit Ben. C'est ce qui rend la chose amusante. Le commandant de guerre Zextul ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant en 30 ans de conquête. Il commençait à comprendre que ses guerriers avaient rencontré quelque chose de bien plus dangereux que des soldats ennemis ou des mondes hostiles. Ils avaient découvert une espèce si naturellement intrépide qu'elle devait inventer des activités de plus en plus périlleuses, juste pour ressentir de l'excitation. La pensée de ce que ces humains pourraient être en combat réel glaça le sang de ses guerriers. Le sous-commandant Credon se pencha à l'oreille de son commandant. « Commandant de guerre, peut-être devrions-nous retourner à notre vaisseau et reconsidérer notre approche. » Pour la première fois de sa carrière militaire, Zexil commençait à penser que la retraite pourrait être l'option la plus sage. La salle à manger de la station Haven Point n'avait jamais accueilli une telle soirée. Un dîner aussi extravagant. Des humains et des extraterrestres étaient assis autour de tables poussées l'une contre l'autre pour accommoder les imposants guerriers Kedvar. Ces derniers devaient utiliser des chaises spécialement conçues pour supporter leur poids et leur taille. Jake Morrison racontait une histoire de ses dernières vacances sur Terre. Alors j'étais là, sur ma moto, roulant à environ 145 km/h sur cette route de montagne. Les virages étaient si serrés qu'on ne voyait pas ce qui allait arriver ensuite. Le commandant de guerre Zextol s'arrêta de manger. « Vous voyagez à grande vitesse sur un véhicule à 2 roues. »« Bien sûr, » dit Jake, coupant son steak. « Ça s'appelle la course de moto. Un excellent moyen de passer un week-end. La montée d'adrénaline est incroyable. »« Montée d'adrénaline ?» demanda le sous-commandant Cradon. Le docteur Amy Rodriguez expliqua. « C'est une substance chimique que notre corps produit lorsque nous sommes en danger. Elle nous rend excités et alertes. Les humains aiment cette sensation. Alors, nous nous mettons souvent dans des situations qui la déclenchent. » Les 5 extraterrestres échangèrent des regards inquiets. Les humains recherchaient délibérément le danger pour que leur corps produise des substances chimiques qui leur procuraient du bien-être. Ce n'était pas un comportement normal pour aucune espèce qu'ils connaissaient. Lisa Park montrait des photos sur sa tablette à l'extraterrestre assis à côté d'elle. Celles-ci proviennent de mon voyage d'escalade l'année dernière. Cette paroi rocheuse mesure environ 600 mètres de haut. Les images montraient Lisa suspendue à une paroi rocheuse abrupte, avec seulement le vide en dessous d'elle. Elle était attachée à la roche par une fine corde et de petits morceaux de métal enfoncés dans les fissures de la pierre. « Vous escaladez des parois rocheuses verticales pour le plaisir ?» demanda l'extraterrestre, ses yeux jaunes écarquillés d'incrédulité. « C'est le meilleur sentiment du monde, » dit joyeusement Lisa. « Quand tu es suspendu là, juste toi et la roche, sachant que chaque mouvement doit être parfait. C'est comme la méditation, mais avec la possibilité de la mort. » Matt Collins rit. « Ça n'est rien comparé à ce que fait mon frère. Il saute des avions. »
Vos avions sont-ils endommagés? Demanda Zextul. Non, non, expliqua Matt. Les avions fonctionnent très bien. Ils sautent volontairement avec un parachute. Ça s'appelle le parachutisme. Ils sautent d'un véhicule volant volontairement. Des milliers de personnes le font chaque week-end sur Terre. C'est un sport populaire. Le capitaine Ben Hayes faisait défiler des photos sur son téléphone. Voici mon frère à son club de parachutisme, dit-il, montrant l'écran aux extraterrestres. C'est lui qui fait le piqué en rotation. L'image montrait un humain tombant dans les airs en position d'étoile de mer, s'amusant clairement malgré les milliers de mètres au-dessus du sol, avec seulement un morceau de tissu pour lui sauver la vie. Maria Santos était restée silencieuse pendant la majeure partie du repas, mais elle prit la parole à présent. Le parachutisme, c'est amusant, mais je préfère le base jump. Qu'est-ce que le base jump? Demanda Stoll, bien qu'il ne fût pas sûr de vouloir le savoir. C'est comme le parachutisme, mais vous sautez des falaises et des bâtiments au lieu des avions. Les chutes sont plus courtes, donc vous avez moins de temps pour déployer votre parachute. C'est plus difficile. Tony Kim était enthousiaste à l'idée de partager ses propres histoires. Ma petite amie fait quelque chose appelé saut à l'élastique. Vous attachez une longue corde élastique à vos chevilles et vous sautez des ponts. Vous sautez des ponts, demanda Cradon la voix faible. La corde vous rattrape avant que vous ne touchiez le sol, généralement. Généralement. Eh bien, parfois la corde se casse, admit Tony. Mais c'est assez rare, peut-être une fois sur 10 000 sauts. Les extraterrestres commençaient à comprendre que les activités récréatives humaines avaient des taux d'échec qui seraient considérés comme inacceptables dans les opérations militaires de Kevlar. Le docteur Rodriguez décida de montrer quelques vidéos de la Terre. Elle connecta sa tablette à l'écran principal de la salle à manger. Ce sont quelques sports et activités humaines populaires. La première vidéo montrait des humains chevauchant d'énormes vagues océaniques sur de petites planches. Les vagues mesuraient plus de 9 mètres de haut et s'écrasaient avec une force énorme. Les humains les chevauchaient comme s'ils dansaient avec la mer. C'est le surf, expliqua Amy, très populaire dans les zones côtières. La vidéo suivante montrait des humains skiant sur des pentes de montagnes abruptes à des vitesses incroyables. Ils s'envolaient des tremplins et tourbillonnaient dans les airs avant d'atterrir et de continuer leur descente. C'est le ski extrême. Les skieurs peuvent atteindre des vitesses de plus de 130 km/h. Puis vint une vidéo qui fit se lever tous les 5 extraterrestres de leur chaise, alarmés. Des humains portant des combinaisons semblables à des ailes sautaient de pics montagneux et volaient dans les airs, à quelques mètres seulement des parois rocheuses et des arbres. C'est le vol en wingsuit, dit calmement Amy. Les participants portent des combinaisons spéciales qui leur permettent de planer dans les airs. Le but est de voler le plus près possible du terrain sans le toucher. Combien survivent à cette activité? Demanda Stoll, sa voix légèrement tremblante. La plupart d'entre eux, dit Amy, bien que ce soit l'un des taux de mortalité les plus élevés parmi les activités récréatives humaines. Et les gens le font quand même. Le danger fait partie de l'attrait. Plus vous vous rapprochez de la mort, plus vous vous sentez vivant. Lisa montrait d'autres photos de sa tablette. Voici le rafting en eau vive. On descend une petite embarcation sur des rivières avec des rapides dangereux. Les images montraient des humains dans un bateau pneumatique ballotté par des eaux violentes qui s'écrasaient sur les rochers et créaient des vagues massives. Le bateau semble fragile, observa l'un des guerriers extraterrestres. Il l'est, dit Lisa joyeusement. C'est pourquoi on porte un équipement de sécurité. Parfois le bateau chavire et il faut nager dans les rapides. Jake termina son repas et se pencha en arrière dans sa chaise. Vous savez ce qui me manque le plus de la Terre? Le circuit de course. Rien de tel que de conduire une voiture à 320 km/h sur une piste avec d'autres pilotes faisant la même chose. Vous faites la course avec des véhicules à grande vitesse en étroite proximité avec d'autres véhicules, demanda Zex Thule. Bien sûr, plus vous vous rapprochez, plus c'est excitant. Parfois, vous n'êtes qu'à quelques centimètres les uns des autres à 320 km/h. Ben Hayes sortit une vidéo de course sur son téléphone. Voici la dernière course à laquelle Jake a participé avant d'être affecté à la station. La vidéo montrait des dizaines de véhicules se déplaçant à des vitesses incroyables sur une piste. Ils étaient si proches les uns des autres que la moindre erreur provoquerait des accidents massifs. Les humains qui regardaient hurlaient d'excitation.
Les accidents arrivent assez régulièrement, nota Jake. Cela fait partie du sport. Les pilotes s'en sortent la plupart du temps. La plupart du temps. Eh bien, la course est dangereuse, mais c'est ce qui la rend amusante. Matt Collins s'enthousiasmait en parlant des activités terrestres. Oh, et il y a l'escalade glaciaire. On escalade des cascades gelées en utilisant des outils spéciaux. Si la glace se brise pendant que tu grimpes, tu tombes. Le VTT de descente sur les pentes de volcans, ajouta Tony. La plongée sous-marine profonde avec des requins, dit Lisa. L'exploration de grottes dans les systèmes sous-marins, mentionna Ben. Les aliens écoutaient histoire après histoire d'humains se mettant délibérément en danger de mort pour le divertissement. Chaque activité semblait plus impossible et terrifiante que la précédente. Finalement, Maria Santos intervint. Vous savez, tout ce dont nous parlons est assez insignifiant comparé à certains des sports vraiment extrêmes. Le réfectoire devint silencieux. Même les humains regardèrent Maria avec intérêt. « Vraiment extrême ?» demanda Jake. « Bien sûr, l'escalade en solo intégral. Pas de corde, pas d'équipement de sécurité, juste vous et une falaise de 1000 pieds. Une erreur et vous mourrez. »« Des gens font ça, » murmura Zextul. « Pas beaucoup, » admit Maria. « Il faut un type de personne spéciale, mais oui, certaines personnes escaladent des falaises massives avec rien d'autre que leurs mains et leurs pieds. » Elle leur montra une image d'un humain suspendu à une paroi rocheuse abrupte à des centaines de pieds dans les airs, sans équipement de sécurité visible. Le commandant de guerre Zextol fixa l'image pendant un long moment. Finalement, il leva les yeux vers les humains autour de la table. « Votre espèce recherche le danger mortel comme forme de divertissement. »« À peu près, » dit Jake. « La vie est plus intéressante quand il y a un peu de risque. Et vous le faites même quand vous n'êtes pas obligé, quand vous ne vous battez pas pour un territoire, des ressources ou votre survie. » « Surtout dans ce cas, » dit Maria. « N'importe qui peut être courageux quand il le faut. Il faut quelque chose de spécial pour choisir d'affronter le danger alors qu'on pourrait rester en sécurité. » Le sous-commandant Crodon se pencha vers son commandant et murmura dans leur propre langue. « Commandant de guerre, quel genre de guerrier ces humains feraient-ils s'ils considèrent des activités plus dangereuses que notre entraînement militaire comme des passe-temps récréatifs ?» Zextol ne répondit pas. Il commençait à comprendre que l'Empire Ktvar était tombé sur quelque chose qui dépassait de loin leur expérience. Une espèce si naturellement intrépide qu'il devait inventer des jeux de plus en plus mortels pour se divertir. Pour la première fois de sa vie, le guerrier vétéran eut peur. Le signal d'alerte résonna dans la station Raven Point, juste au moment où le dîner se terminait. Jake Morrison vérifia son appareil de communication et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le Dr. Lisa Park. « Escorte militaire en approche, » dit Jake. « La capitaine Lisa Chen et ses Marines. Elles sont là pour l'évaluation de sécurité du premier contact. » Le commandant de guerre Stool et ses guerriers se tendirent. Plus d'humains arrivaient, et ceux-ci étaient décrits comme militaires. « Militaires » demanda Zextul. « Juste une procédure standard, » expliqua Jake. « Lorsque nous établissons un premier contact avec une nouvelle espèce, le commandement de la Terre envoie une équipe militaire pour évaluer la situation. Rien d'hostile, juste le protocole. » Le commandant alien n'était pas convaincu. Selon son expérience, les unités militaires étaient envoyées pour une seule raison, combattre. 20 minutes plus tard, la capitaine Lisa Chen accosta son vaisseau dans la baie secondaire de Haven Point. C'était une femme menue, aux cheveux noirs courts et aux yeux vifs qui ne laissaient rien échapper. Derrière elle venaient 6 Marines en tenue de combat. « Commandant Morrison, » dit-elle sèchement en montant à bord. « Rapport de situation sur le premier contact. »« Tout est pacifique, capitaine Chen, » répondit Jake. « Nos invités ont été très coopératifs. Aucune action hostile de part et d'autre. » La capitaine Chen regarda les 5 imposants guerriers aliens debout dans le quai d'amarrage. C'étaient des spécimens impressionnants, clairement bâtis pour le combat, mais ils semblaient plus nerveux qu'agressifs. « Je suis la capitaine Lisa Chen, armée de la Terre, » dit-elle à Stoll. « Je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. Nous ne cherchons aucun conflit avec votre espèce, » répondit Zextol prudemment. « Bon à entendre. Ça vous dérange si mon équipe fait quelques exercices d'entraînement standard pendant que nous sommes ici? Nous sommes dans l'espace depuis 2 semaines. Les Marines doivent rester affûtés. » Avant que Jake ne puisse répondre, le sergent Mike Johnson s'avança. C'était un homme imposant bâti comme un tank,
avec des cicatrices sur les bras provenant de divers accidents d'entraînement. « Capitaine, la station a une belle grande soute cargo, parfaite pour des exercices de combat en apesanteur. »« Combat en gravité zéro », demanda tranquillement le sous-commandant Crellon. « Combattre en apesanteur », expliqua le sergent Johnson. « Les batailles spatiales se déroulent dans toutes les directions. Il faut s'entraîner pour une guerre tridimensionnelle. » Les Marines commencèrent à installer leur équipement dans la soute cargo principale. Les guerriers cavards suivirent, curieux, malgré leur peur croissante des activités humaines. Ce qu'ils virent assembler ressemblait au parcours d'obstacles précédent, mais plus complexe et d'une certaine manière plus menaçant. Les Marines attachèrent de petits propulseurs à leur équipement de combat et vérifièrent leurs armes. « Ce sont des armes d'entraînement », expliqua la capitaine Chen aux aliens qui observaient. « Elles tirent des impulsions d'énergie inoffensives, mais l'ordinateur enregistre les impacts et calcule les dégâts. » Jake et son équipage se rassemblèrent pour regarder. Tony Kim était particulièrement excité. « J'adore regarder l'entraînement des Marines. Ces gars sont incroyables. » Les Marines entrèrent dans la soute cargo et activèrent le champ d'apesanteur. Immédiatement, ils commencèrent à flotter, mais leurs mouvements étaient contrôlés et délibérés. « Début de l'exercice », annonça la capitaine Chen. Ce qui se passa ensuite fit reculer les guerriers Kdvar sous le choc. Les Marines explosèrent en mouvement. Utilisant leurs petits propulseurs, ils se lancèrent à travers le parcours d'obstacles tridimensionnels comme s'ils volaient. Ils faisaient des saltos, des vrilles, et changeaient de direction de manière qui semblait impossible. Le sergent Johnson tira avec son arme, tout en tournant la tête en bas et en reculant à travers un étroit passage entre les obstacles. Le projectile énergétique atteignit parfaitement sa cible. Un autre marine utilisa un mur pour s'élancer et se propulsa à travers toute la soute cargo. Elle roula en l'air et se retrouva en position de tir sur plusieurs cibles, tout en se déplaçant à grande vitesse. « Beau tir, Rodriguez !» cria le sergent Johnson. Les Marines riaient et s'encourageaient mutuellement tout en exécutant des manœuvres qui ressemblaient à du combat aérien avancé. Ils se déplaçaient dans l'environnement en apesanteur, comme s'ils étaient nés dans l'espace. « Combien de temps leur a-t-il fallu pour apprendre ça ?» demanda le docteur Amy Rodriguez à la capitaine Chen. « L'entraînement de base en apesanteur dure 6 mois. L'entraînement de combat avancé, 1 année supplémentaire. Ces Marines le font depuis 5 ans. Elles font en sorte que ça paraisse facile, observa Lisa Park. C'est le but, dit la capitaine Chen. Dans un vrai combat, vous n'avez pas le temps de penser à la direction du haut. Une des Marines, le caporal Kate Wilson, démontrait ce qu'elle appelait les tactiques de ricochet. Elle tira avec son arme sur un panneau métallique, et l'impulsion énergétique rebondit en angle pour toucher une cible qui était à couvert. Vous pouvez utiliser n'importe quelle surface pour rediriger vos tirs, expliqua-t-elle à l'équipage qui regardait. Les murs, les plafonds, même d'autres Marines s'ils portent un équipement réfléchissant. Les guerriers Kdvar observaient avec une horreur croissante les humains traiter le combat tridimensionnel complexe comme un jeu. Les Marines s'amusaient clairement, riant et rivalisant pour voir qui pouvait faire les tirs les plus difficiles. « Ton tour, sergent !» cria Marine Davis. Le sergent Johnson sourit et se projeta vers le plafond. Il rebondit, fit 2 vrilles, tira sur 3 cibles différentes la tête en bas et atterrit sur une petite plateforme à peine assez grande pour ses bottes. Les autres Marines applaudirent. L'équipage de la station applaudit. « Crâneur !» dit la capitaine Chen, mais elle souriait. « Oui, ma'am, répondit le sergent Johnson, avec un salut qu'il effectua tout en conservant son équilibre sur l'infime plateforme. Jake Morrison était impressionné. « J'ai déjà vu l'entraînement des Marines, mais jamais en apesanteur. C'est incroyable. »« Attendez de voir ce qu'elles font avec le parcours avancé, » dit la capitaine Chen. « Sergent, installez les obstacles mobiles. »« Avec plaisir, ma'am. » Les Marines activèrent un autre ensemble de commandes et la soute cargo se transforma à nouveau. Maintenant, les obstacles bougeaient, tournaient et changeaient de position constamment. Ce qui avait été difficile auparavant était maintenant presque impossible. Les Marines s'adaptèrent instantanément. Elles utilisèrent les obstacles mobiles à leur avantage, chronométrant leurs mouvements pour prendre des trajets sur des plateformes rotatives et utilisant la géométrie changeante pour créer de nouveaux angles d'attaque. Maria Santos observait avec un intérêt professionnel. « C'est comme du parcours extrême en 3 dimensions. »« Qu'est-ce que le parcours ?» demanda l'un des aliens. «
C'est un sport où l'on se déplace dans des environnements urbains complexes en utilisant uniquement son corps, expliqua Maria. Sauter entre les bâtiments, escalader les murs, se balancer sur des structures. Le but est d'aller du point A au point B en utilisant le chemin le plus efficace et le plus stylé possible. Elle sortit son téléphone et leur montra une vidéo d'humains sautant entre les toits, franchissant des obstacles et escaladant des murs comme s'ils faisaient partie de l'architecture. « Les humains font ça dans les villes », demanda Zextul d'une voix faible. « Tout le temps. C'est très populaire chez les jeunes. » De retour dans la soute cargo, les Marines s'étaient divisés en 2 équipes et jouaient à ce qu'elles appelaient la capture du drapeau. Chaque équipe devait récupérer un objet de la base de l'équipe adverse tout en défendant la sienne. Il en résulta une bataille tridimensionnelle complexe avec des marines volant dans les airs, rebondissant sur les murs et exécutant des manœuvres qui ressemblaient plus à un ballet aérien qu'à un entraînement de combat. « C'est juste des choses de base », dit le sergent Johnson pendant une pause. « Vous devriez voir ce que font les forces spéciales. Elles s'entraînent dans des environnements qui tueraient des Marines ordinaires. » « Plus dangereux que ça ?» demanda le sous-commandant Krell. « Oh, bien plus. Des munitions réelles, de vrais explosifs, des environnements réellement dangereux. Ceci, c'est juste un entraînement sûr. » Le mot « sûr » fit échanger des regards incrédules entre les aliens. Ce qu'ils regardaient ressemblait à l'entraînement au combat le plus avancé qu'ils aient jamais vu. Et les humains appelaient cela « sûr ». La capitaine Chen remarqua les expressions des aliens. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Nous ne faisons pas étalage pour vous intimider. C'est juste notre façon de nous entraîner. Les humains ont besoin de relever des défis, sinon nous nous ennuyons. »« Ennuyer » répéta Zextul. « Bien sûr, si l'entraînement est trop facile, ce n'est plus amusant. Nous devons continuer à le rendre plus difficile pour rester intéressés. » Le caporal Wilson démontrait maintenant ce qu'elle appelait la course murale. Elle a utilisé ses propulseurs pour s'envoler vers un mur, atterrit les pieds en premier et le longea en tirant sur des cibles. Parvenue à un coin, elle s'élança vers un autre mur, continuant de courir sur des surfaces qui n'auraient pas dû la soutenir. Le secret, c'est de bien synchroniser les poussées de propulseurs pour maintenir le contact avec la surface, expliqua-t-elle. Trop de poussées et vous vous envolez. Trop peu et vous tombez. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ? Demanda l'un des guerriers extraterrestres. Vous vous écrasez contre quelque chose, dit Wilson gaiement. Ça fait mal, mais les systèmes de sécurité préviennent les blessures graves. D'habitude. Le mot d'habitude ne rassura pas les extraterrestres. Après 1 heure de démonstration, les Marines coupèrent leur équipement et retrouvèrent la gravité normale. Ils transpiraient et respiraient fort, mais tous affichaient de grands sourires. « Excellent entraînement », déclara le sergent Johnson. « Merci de nous avoir prêté votre base, commandant. »« À tout moment », répondit Jake. « C'était incroyable à regarder. » Le commandant de guerre Stoll attira le sous-commandant Cradon à part et, dans leur propre langue, il murmura. « Ces humains traitent l'entraînement de combat avancé comme un loisir. » « Oui, commandant de guerre, et ils ont appelé cela la version basique. Si c'est basique, de quoi leurs guerriers d'élite doivent-ils être capables? » Aucun des 2 extraterrestres ne voulait le découvrir. Le capitaine Chen s'approcha du commandant extraterrestre. « Commandant de guerre, j'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, mais quel genre d'entraînement vos guerriers font-ils » Zextol pensa à l'entraînement militaire des Cathares. Entraînement aux armes, renforcement physique, exercice tactique, le tout effectué sur un sol solide avec la gravité tirant dans une seule direction. « Nous pratiquons des formes de combat, dit-il lentement. Techniques d'armes, conditionnement physique. Ça ressemble à notre entraînement de base, dit le capitaine Chen. Faites-vous du combat en gravité zéro? Non. Tactiques dimensionnelles? Non. Tir en arc, course murale, parcours d'obstacles mobiles. Chaque question fut répondue par un « non » discret. Le capitaine Chen hocha la tête, pensive. L'alarme d'urgence perça la soirée paisible de la station Haven Point comme un couteau. Jake Morrison fut instantanément alerte, courant vers le centre de commandement avant que la 2e alarme ne finisse de retentir. « Rapport !» cria-t-il en atteignant la passerelle. « Pluie de météores !» dit Alex Turner depuis sa position au capteur. Une grosse. Elle est apparue de nulle part, probablement des débris d'une comète qui s'est désintégrée dans le puits de gravité de la géante gazeuse. Jake regarda l'écran d'affichage.
Des centaines de petits rochers s'élançaient vers la station à une vitesse incroyable. Temps avant impact, 3 minutes 40 secondes. Levez les boucliers, tout le personnel au poste d'urgence. Le commandant de guerre Zextul et ses guerriers se reposaient dans leur quartier lorsque l'alarme retentit. Ils se précipitèrent vers le centre de commandement, s'attendant à voir de la panique et du chaos. Au lieu de cela, ils trouvèrent des humains se déplaçant avec une efficacité calme et pratiquée. « Que se passe-t-il » demanda Stoll. « Douche de météores », dit Jake sans quitter l'écran des yeux. « Nous allons être frappés par beaucoup de roches spatiales. Ce n'est pas inhabituel ici, mais celle-ci est de taille. » Les boucliers s'activèrent, créant une barrière d'énergie autour de la station. Mais même pendant qu'ils regardaient, les premiers impacts commencèrent. Les petits météores frappaient les boucliers et se désintégraient, mais il y en avait trop. « Bouclier à 60%, rapporta Alex. Certains des plus gros rochers passent à travers. Un frisson parcourut la station alors qu'un météore frappait la coque extérieure. Les lumières d'urgence commencèrent à clignoter. « Brèche de coque dans le secteur 7 !» cria Matt Collins depuis sa station d'ingénierie. « Perte d'atmosphère détectée. » Jake était parfaitement calme. « Lisa, prends une équipe pour le secteur 7. » Patches d'urgence et barrières portables. Matt, puise de l'énergie des systèmes non essentiels pour les boucliers. Alex, suis les plus gros rochers et utilise la défense ponctuelle pour les fragmenter. Les humains commencèrent à bouger immédiatement. Il n'y avait pas de panique, pas de cris, pas de confusion. Tout le monde savait exactement quoi faire. Le docteur Lisa Park attrapa un kit d'urgence et se dirigea vers la section endommagée. « Maria, Tony, venez avec moi. Nous aurons besoin de mains supplémentaires. » Les guerriers cathares observaient avec étonnement la façon dont les humains réagissaient à la crise. Ce n'était pas le comportement d'une paisible station de recherche. C'était la réaction d'une unité militaire entraînée. Un autre impact secoua la station. Cette fois, les lumières s'éteignirent complètement avant que l'alimentation de secours ne prenne le relais. « C'était un gros 1, dit Matt. Le conduit d'alimentation principal est endommagé. Je dois me rendre à la jonction primaire, mais elle se trouve dans le secteur 9. Cette zone vient de perdre son atmosphère. Combinaison sous vide, suggéra Jake. Pas le temps. Le conduit d'alimentation tombera complètement en panne dans 10 minutes. Si cela arrive, nous perdrons le support vital pour toute la station. Matt Collins attrapa un appareil respiratoire portable et se dirigea vers le secteur 9. Les guerriers cathares suivirent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le secteur 9 était un désastre. Le météore avait déchiré un trou dans le mur extérieur, et tout l'air avait été aspiré dans l'espace. Des débris flottaient partout dans la gravité zéro de la section endommagée. Matt mit son masque respiratoire et s'élança de l'entrée, volant à travers la pièce sans air, vers un panneau de commande sur le mur opposé. Il se déplaçait à travers les débris flottants comme s'il jouait à un jeu, esquivant le métal tordu et l'équipement cassé avec une grâce désinvolte. Zextol était stupéfait. Il traverse une zone sinistrée comme si c'était une activité récréative. « C'est un peu le cas », dit le capitaine Chen, qui était arrivé pour aider à l'urgence. Les humains s'entraînent à ce genre de choses tout le temps. Intervention d'urgence, récupération après sinistre, situation de survie. Nous nous entraînons jusqu'à ce que cela devienne automatique. Matt atteignit le panneau de commande et commença à travailler sur le conduit d'alimentation. Il était suspendu la tête en bas, en gravité zéro, travaillant avec des outils dans une main, tout en se tenant à une poutre de soutien de l'autre. Ses mouvements étaient précis et confiants. Pendant ce temps, Lisa Park et son équipe avaient atteint le secteur 7. La brèche de coque était plus petite, mais toujours dangereuse. Maria Santos rampait à travers un conduit de maintenance à peine assez large pour son corps, transportant l'équipement de réparation d'urgence. « Je vois le trou !» cria Maria. Il a environ 90 cm de diamètre. Je peux le réparer de l'intérieur, mais je devrais rester suspendu à l'extérieur du trou pendant quelques secondes. À l'extérieur de la coque, murmura le sous-commandant Cradon. Dans l'espace. Elle ira bien, dit Lisa calmement. Nous avons des lignes de sécurité. Maria sortit du conduit de maintenance et se positionna à côté de la brèche de coque. L'espace était visible à travers le trou, les étoiles et la géante gazeuse tournant lentement au loin. Elle fixa une ligne de sécurité à sa ceinture, puis, sans hésitation, passa la tête et les épaules à travers le trou pour appliquer le patch de l'extérieur.
Les guerriers Kadvar étaient horrifiés. La femme humaine s'exposait volontairement au vide spatial pour réparer leur vaisseau. « Est-elle folle ?» demanda l'un d'eux. Non, répondit Tony Kim. Elle est juste bonne dans son travail. Maria a fait des choses plus dangereuses en vacances. Le patch tint et Maria remonta à l'intérieur. Ça devrait faire l'affaire, dit-elle, brossant des débris de ses vêtements comme si rien ne s'était passé. Dans le secteur 9, Matt avait terminé ses réparations. L'alimentation principale revint en ligne et les systèmes de la station revinrent à la normale. Il vola de nouveau à travers la pièce jonchée de débris avec une expression satisfaite. « Bon travail, Matt », dit Jake via le système de communication. « Combien de temps pour des réparations complètes ?»« Donnez-moi 2 heures et j'aurai tout à 100%, répondit Matt. La pluie de météores touchait à sa fin. Les quelques derniers rochers rebondirent sans dommage sur les boucliers restaurés. En moins d'1 heure, les humains avaient géré une crise qui aurait pu détruire la station. Mais ce qui impressionna le plus les guerriers cathares n'était pas l'habileté technique ou la rapidité d'esprit. C'était le fait que, pendant toute l'urgence, les humains s'étaient aidés mutuellement sans question ni hésitation. Lorsque Maria eut besoin de quelqu'un pour tenir des outils pendant qu'elle travaillait dans le conduit de maintenance, Tony s'était porté volontaire immédiatement. Lorsque Matt eut besoin de quelqu'un pour le guider à travers les débris flottants, Alex l'avait guidé étape par étape. Lorsque Lisa eut besoin de mains supplémentaires pour transporter l'équipement, tout le monde avait participé. Votre couple travaille très bien ensemble dans les situations dangereuses, observa Zextel. C'est comme ça que nous survivons, dit Jake simplement. Les humains sont des créatures sociales. Nous prenons soin les uns des autres. Le docteur Amy Rodriguez avait observé les extraterrestres pendant l'urgence. Commandant de guerre, vous avez l'air surpris. Nous pensions que votre peuple paniquerait face à un danger mortel. Paniquer, Amy rit. Ce n'était pas un danger mortel. C'était juste un problème de maintenance qui devait être réparé rapidement. Votre station a été violée. Vous avez perdu l'atmosphère et l'énergie. Des gens auraient pu mourir. Mais ils ne l'ont pas fait, souligna Amy. Parce que nous nous sommes entraînés pour cela. Les humains pratiquent les procédures d'urgence jusqu'à ce qu'elles deviennent routinières. Nous transformons les compétences de survie en jeu et en compétition, afin que, lorsque de véritables urgences se produisent, nous soyons prêts. Le capitaine Chen examinait les rapports de dégâts sur sa tablette. En fait, c'était plutôt doux en termes d'urgence. J'ai vu des vaisseaux coloniaux faire face à bien pire. Bien pire, demanda Cradon. Bien sûr. Éruption solaire, impact d'astéroïdes, panne de système, faune hostile, épidémie. L'espace est dangereux. Les humains qui ne peuvent pas gérer les urgences ne durent pas longtemps ici. Zextul commençait à comprendre quelque chose d'important. Tout ce que les humains leur avaient montré, les activités récréatives, les attitudes désinvoltes face aux dangers, les exercices d'entraînement militaire, tout cela était une préparation à ce genre de situation. Les humains ne recherchaient pas des activités récréatives dangereuses parce qu'ils étaient fous. Ils le faisaient parce que le danger faisait partie intégrante de leur vie et qu'ils devaient être prêts à tout. « Commandant de guerre », dit le sous-commandant Krell tranquillement dans leur propre langue. « Je commence à penser que nous avons commis une grave erreur. Quelle sorte d'erreur? Nous sommes venus ici pour conquérir ces humains. Mais regardez ce qu'ils nous ont montré. Ils traitent les activités plus dangereuses que notre entraînement militaire comme un divertissement. Ils répondent aux urgences potentiellement mortelles comme à une simple maintenance de routine. Ils évoluent de concert, sans crainte ni hésitation. » Zext acquiesça doucement. « Poursuivez. Quelle sorte de guerriers les humains deviendraient-ils s'ils devaient réellement combattre, si leur survie en dépendait ?» La question flottait dans l'air entre eux. Les deux combattants connaissaient la réponse, et celle-ci les terrifiait. Jake Morrison s'approcha du commandant extraterrestre. « Commandant de guerre, je tiens à vous remercier, ainsi que vos guerriers, d'être restés calmes durant l'urgence. Certaines espèces sombrent dans la panique face aux dommages d'un vaisseau spatial. Votre peuple a su garder son sang-froid et ne pas gêner notre travail. C'était très professionnel. »« Nous observions vos procédures d'intervention, » déclara Zextul avec prudence. « Intelligent, » dit Jake. « Chaque espèce a des méthodes différentes pour gérer les urgences. J'aimerais en apprendre davantage sur le protocole d'urgence Cathar un jour. » Zextul songea aux procédures d'urgence Kadvar. Lorsque leur vaisseau subissait des dégâts, les guerriers rivalisaient d'honneur pour effectuer les réparations. Souvent,
Cela menait à des conflits qui aggravaient la situation. Il n'avait aucune notion du travail d'équipe calme et collaboratif dont il venait d'être témoin. « Commandant Morrison, dit-il lentement, je souhaite vous parler en privé. »« Bien sûr, mon bureau. » Dans le bureau de Jake, le commandant de guerre Stoll se tenait au garde à vous, tel un soldat faisant un rapport officiel. « Commandant, je dois vous informer que l'Empire Ktvar est venu dans ce système avec l'intention de conquérir. » Jake s'adossa à sa chaise. « J'avais un peu deviné cela d'après votre message initial sur la soumission et les morts rapides. Vous ne semblez pas préoccupé. Devrais-je l'être ?» Zell considéra la question. Après tout ce qu'il avait vu, l'idée que l'Empire Cathar puisse conquérir l'humanité semblait ridicule. « Non, admit-il, je ne pense pas que vous devriez l'être. Alors, qu'adviendra-t-il ? Je souhaite proposer une alliance entre les Cathars.